خوتي خواتاتي اهلا وسهلا خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلفلاون والسلام عليكم bonsoir tout le monde, nous sommes le 31 août 2023 et je pense que notre région, notre voisinage direct, à savoir l'Afrique subsaharienne et l'Afrique centrale maintenant, est en train de connaître, ce sont des régions avec lesquelles l'Algérie a des rapports stratégiques importants. L'Algérie, c'est aujourd'hui le plus vaste pays sur le continent africain, avec de grandes frontières à travers avec plusieurs pays africains importants comme le Mali, le Niger, la Libye, la Mauritanie ou le Maroc, sans oublier la Tunisie voisine. Aujourd'hui, dans la région, sur notre continent, il y a des événements importants qui se déroulent. Et ces événements nous permettent peut-être, ou l'un devrait nous inciter à réfléchir sur l'avenir de notre pays, sur l'impact de ces événements-là sur notre stabilité et sécurité nationale, et aussi à se poser la question suivante: l'Algérie est-elle à l'abri de ce qui est en train de se passer ailleurs? Je fais référence au coup d'État qui a eu lieu hier, le 30 août 2023, au Gabon, où le président Ali Gombo a été destitué, enlevé et chassé du pouvoir par une junte militaire conduite par le général Brice Oligui Nguema, qui est un parent à lui, qui est un parent à son père, notamment Omar Bongo. Le Gabon est en train de devenir un laboratoire à ciel ouvert, parce que nous sommes en train d'assister à l'effritement d'un clan présidentiel qui règne sur le pays depuis les années 60. Il faut savoir que son père Omar Bongo est au pouvoir depuis 67, il est mort en 2009, son fils lui a succédé. Ali Bongo depuis 2009 gouverne le pays d'une main de fer, c'est une dictature corrompue. C'est un pays très riche, il a du pétrole, pas beaucoup de pétrole, mais avec 2,5 millions d'habitants et presque 200 000 barils entre 190 000 et 200 000 barils par jour, il y a de quoi devenir le Qatar. Normalement, le Gabon, c'est le Qatar de l'Afrique. Avec uniquement 2,5 millions d'habitants, ça reste un pays pauvre, même s'il a un PIB par habitant élevé, les infrastructures sont sous-développées. On ne voit pas, même si Libreville, il y a quelques bâtiments verts, quelques bâtiments modernes, ça reste un pays sous-développé, inégalitaire. Pourquoi? Parce que la famille Bongo a pris de l'argent, a volé, s'est enrichie de façon spectaculaire et exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs l'une des familles les plus riches du continent africain. Et les richesses du Gabon, excusez-moi, je mélange toujours parce que le Congo-Brazzaville à côté, c'est un voisin avec Nguesso. Et ça pourrait être d'ailleurs le prochain pays qui pourrait être touché par cette série de coups d'État qui a commencé sur le continent africain depuis 2020, qui ne s'arrête pas. Franchement, depuis 2020, il y a plusieurs coups d'État. On dirait un effet domino. Il y a un virus, après la Covid-19, il y a le virus des coups d'État qui se propage rapidement en Afrique et aujourd'hui qui nous amène à se poser la question suivante. Est-ce que l'Algérie est à l'abri d'un scénario comme celui du Gabon ou du scénario d'un coup d'État militaire? Pour analyser les événements froidement. Il faut se détacher de notre affection particulière et notre attachement affectif très profond à notre pays, l'Algérie. Il faut qu'on oublie les émotions et on essaie de réfléchir avec les idées. Qu'est-ce qui se passe sur notre continent et dans notre voisinage direct? Tout a commencé à partir de 2020. Alors, il y a eu le coup d'État au Mali. C'était en 2020. Ensuite, coup d'État au Mali, il y a eu deux coups d'État. Il y a eu le premier coup d'État, le 18 août 2020. Il y a un autre coup d'État au sein du coup d'État, le 24 mai 2021. Puisqu'en 2020, il y avait une opération de transition dirigée ou confiée à des personnalités civiles. Ensuite, les militaires au Mali, dès le 24 mai 2021, ont décidé de prendre le pouvoir définitivement à travers le colonel Assimi Goïta. Ça, c'était le Mali. Moraha, on a eu le coup d'État en Guinée. C'était en septembre 2021, le 5 septembre 2021, où Alpha Condé, qui était au pouvoir depuis 2010, a été chassé du pouvoir. Moraha, nous avons eu le coup d'État au Burkina Faso en 2022. Ça a commencé par les événements de janvier 2022. Ensuite, il y a eu un autre coup d'État, une autre opération de renversement du pouvoir le 30 septembre 2022. Pardonnez-moi. 2022, c'était au Burkina Faso. Moraha, il y avait le Niger ce 26 juillet 2023. Avant cela, on ne parle pas, il y avait aussi un autre coup d'État au Soudan, qui a été oublié. Le Soudan, qui est un pays à cheval entre le monde arabe et le monde de l'Afrique subsaharienne et le monde africain. Le coup d'État de 2021, fin octobre 2021, où le général Burhan a pris le pouvoir à la place de l'autorité civile qui a assuré la transition au pays après la chute du président Omar al-Bashir en avril 2019. C'était le Hirak soudanais. Soudan,
Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée, maintenant le Gabon. 6 coups d'État en l'espace de pratiquement 2 ans. C'est incroyable, c'est inquiétant, c'est alarmant, mais à la fois, il faut rester raisonnable, rationnel et essayer d'expliquer les causes et les raisons. Et de se poser les bonnes questions. La bonne question est de savoir quel autre pays africain aujourd'hui est à l'abri. Aucun. Pourquoi aucun? On commence à comprendre. L'Afrique, les voisins directs de l'Algérie, qui sont le Mali et le Niger. Le Burkina Faso, c'est pas un voisin direct, c'est un voisin indirect. Puisqu'il y a le Niger et le Mali qui nous séparent du Burkina. Mais c'est l'Afrique subsaharienne, c'est le Sahel. L'Algérie partage cet espace du Sahel, parce que l'extrême sud algérien, Adrar, Tamanrasset, Ain Ghazal, font partie du Sahel. Qu'on le veuille ou non, les mêmes populations, Touareg, les mêmes enjeux, les mêmes risques, trafic du groupe armé terroriste, risque de contrebande, trafic d'armes, trafic d'êtres humains à travers l'immigration clandestine. Donc nous partageons les mêmes problèmes que la région du Sahel. Les 3 pays du Sahel, les raisons principales du coup d'État sont des raisons sécuritaires. C'est des raisons sécuritaires. Le Mali était incapable de lutter contre le groupe armé terroriste. Les militants ont décidé de prendre le pouvoir au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la protection du pays contre les groupes armés terroristes qui dominaient plus de 60% du territoire. Et l'État malien était sur la voie de l'effondrement face au risque terroriste. Idem pour le Burkina Faso, où en 2022, 40% du territoire burkinabé était dominé par des groupes armés terroristes, des groupes liés à les mouvances d'Al-Qaïda en Afrique subsaharienne et d'autres groupes liés à une mouvance de l'État islamique, de Daesh, en Afrique subsaharienne. Le Niger, c'est les mêmes motivations. Le coup d'État du 26 juillet dernier, les militaires du Niger, c'est pour protéger le pays contre le risque armé terroriste et pour protéger l'État central d'un risque d'effondrement imminent à cause de la menace terroriste. Ce sont des raisons sécuritaires. Donc, Hadouk, c'est 3 coups d'État à part. Et l'Algérie pourrait ne pas être concédée. On ne peut pas la considérer comme similaire au Niger et au Mali et au Burkina Faso pour une raison simple. Le terrorisme a été battu en Algérie, le territoire est sécurisé, il y a une menace qui est résiduelle ou qui est circonstanciée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe armé terroriste fortement présent sur ce territoire algérien ou là qui est actif, même s'il y a encore certains maquis, même s'il y a encore certaines menaces au niveau de la frontière libyenne, tunisienne, ou là au niveau de certains maquis Fidjidjil, ou là Fitbissa, ou là Soukaras, ou là Balak un petit peu au Kabylie, ou là Indefla, ça reste quand même très limité, et l'armée algérienne maîtrise la sécurité en Algérie, il y a une sécurité nationale qui est préservée, une intégrité territoriale qui est préservée, l'Algérie ne connaît pas de problème d'insécurité. Donc, elle n'est pas comparable. Donc, la situation au Niger et au Mali, au Burkina Faso, ne pourrait pas se reproduire en Algérie. Par contre, les coups d'État en Guinée en 2021 et le coup d'État au Gabon le 30 août 2023 sont totalement différents. Il ne s'agit pas de coup d'État pour des raisons sécuritaires, parce que le 5 septembre 2021, en Guinée, les militaires ont pris le pouvoir parce que le président qui dirigeait ce pays, Alpha Condé, était un président de plus en plus impopulaire. Il avait changé, modifié la constitution pour un 3e mandat successif et son bilan économique et social et politique était catastrophique. Et la pandémie de la Covid-19 en 2020 a révélé la grande pauvreté de la Guinée-Conakry. Moi, j'ai eu l'occasion et l'honneur de visiter la Guinée-Conakry, un très beau pays, mais c'est un pays ravagé par les problèmes sociaux, par la pauvreté et par l'extrême misère sociale. Ce sont des raisons politiques et économiques. Les militaires ont estimé que Alpha Condé est devenu trop dictateur et trop corrompu. Il était trop lié à des intérêts chinois ou à des intérêts étrangers. Il commençait à vouloir à piller les richesses du pays au nom de son clan et de ses intérêts et les intérêts de son clan. Les militaires d'Arolé. Au Gabon, c'est la même chose. Ce n'est pas la considération sécuritaire ou la terroriste. Le Gabon n'est pas menacé par les groupes armés terroristes comme le Burkina Faso, le Niger ou le Mali. Et au Gabon, comme la famille Bongo domine le pays depuis la fin des années 60, c'est des milliardaires, ils ont acheté des biens à l'étranger, alors que les 2,5 millions gabonais souffrent de la pauvreté, des inégalités, alors que le pays devrait être l'équivalent du Qatar ou là des Émirats ou la Malabalish avec ses richesses inouïes. Et bien malheureusement, le Gabon est resté un pays pauvre et sous-développé. Au Gabon, ce qui est intéressant, c'est que le coup d'État a été mené au sein du clan Bongo. C'est un général, Brice Oligui Nguema, un parent à Omar Bongo, du côté de sa femme, et qui était longtemps exclu à l'étranger par Ali Bongo. Pendant 10 ans, il était attaché militaire au Maroc et au Sénégal. Il est rentré au pays récemment, avec le chef d'état-major
de l'armée du Gabon. Il y a eu une élection présidentielle qui s'était déroulée le 26 août dernier au Gabon dans des conditions très très controversées parce que c'est une élection taillée sur mesure. Ali Bongo voulait trafiquer les urnes, il avait menacé l'opposition, il avait emprisonné des opposants, il avait persécuté la presse libre pour aller vers un troisième mandat successif. Donc les militaires se sont retournés contre lui. Ali Bongo est un peu malade, corrompu, son clan était divisé, et c'est au sein de son clan qu'il y a eu ce coup d'État. Maintenant, pourquoi je parle de ce sujet? Parce que je me dis, aujourd'hui tous les experts le disent, depuis 2020, 6 coups d'État quand même, d'autres pays qui connaissent ou des problèmes de menaces de sécurité nationale à cause des groupes armés terroristes, ou des problèmes politiques internes liés à des régimes dynastiques profondément corrompus et qui ont été incapables de développer leur pays, ils sont exposés au risque d'un coup d'État militaire, parce que les militaires aujourd'hui en Afrique, vu l'exemple malien, burkinabé, guinéen et aujourd'hui gabonais et en 2021 soudanais, les militaires commencent à se dire, on en a marre de ces dirigeants politiques corrompus qui ne sont pas capables de développer le pays, qui ne sont pas capables de protéger le pays, à nous de prendre le pouvoir, à nous de faire la révolution, et une partie de la population sera d'accord avec nous. Chef d'Afrique Gabon, la population gabonaise a applaudi ce coup d'État, il y a des manifestations de liesse et de bonheur. La Guinée aussi, il y avait des partisans et des détracteurs, mais force est de constater que la majorité de la population était d'accord avec ce coup d'État. Le Niger, une partie est d'accord avec le coup d'État, c'est-à-dire les populations africaines sont aujourd'hui de plus en plus favorables à la solution militaire. Alors qu'auparavant, avant 2020, l'opinion publique africaine était martyrisée, choquée, et avait peur du syndrome des coups d'État, parce que le coup d'État militaire, c'était synonyme de dictature militaire, de plus de pauvreté, de plus d'inégalité, de plus de persécution. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'intervention de coup d'État, l'intervention militaire dans le champ politique, les coups d'État militaires sont synonymes de révolution et d'espoir. Le khouf el-kbir, même des pays, il n'y a pas que le Cameroun ou le Congo-Brazzaville qui sont exposés, même un pays comme l'Algérie, il peut être exposé à ce risque-là. Pourquoi? L'Algérie, il n'y a pas de risque terroriste, mais il y a une crise politique importante, il y a un président qui est impopulaire. Abdelmajid Tebboune a été élu dans un processus électoral de décembre 2019 avec une minorité d'Algériens dans des conditions troublantes. Il a été désigné pratiquement par l'état-major de l'armée qui était conduit par Ahmed Gaïd Saleh. Ce qui s'est passé en 2019 était un coup d'État déguisé, parce que c'est Ahmed Gaïd Saleh qui a destitué le Abdelaziz Bouteflika et son régime en avril 2019 et qui a pris le pouvoir et qui a lui-même organisé les élections présidentielles de décembre 2019. Donc l'Algérie avait connu une sorte de coup d'État déguisé. On ne veut pas le reconnaître aujourd'hui parce qu'il y avait le Hirak. Mais ce n'est pas le Hirak qui a destitué Abdelaziz Bouteflika, c'est Gaïd Saleh qui a destitué Abdelaziz Bouteflika en utilisant le Hirak. Comme aujourd'hui font les généraux gabonais, qui ont destitué Ali Bongo en disant que les élections ont été truquées, le peuple n'est pas d'accord, le peuple il est persécuté, donc c'est pour être du côté du peuple que nous avons enlevé Ali Bongo. C'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas une grosse différence. Mais aujourd'hui, en Algérie, force est de constater que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, les problèmes sont très nombreux. On a une crise économique importante, économie paralysée, plus de misère sociale, plus de pauvreté, la cherté de la vie elle est extraordinaire. L'échec de l'adhésion de l'Algérie au BRICS a ramené les Algériennes et les Algériens vers la réalité d'un pays pauvre, d'un pays qui est limité, qui n'a pas réellement d'influence et de prestige. Il y a beaucoup de problèmes internes. Beaucoup de problèmes économiques, surtout avec la pauvreté, l'appauvrissement de la population algérienne. Les Algériens et les Algériens ont bien vu en Algérie d'avant 2019 et l'Algérie d'aujourd'hui, il y a plus de problèmes. Le pays n'a pas progressé, n'a régressé. La vie est encore plus chère, le chômage est encore plus élevé, il n'y a pas d'opportunités économiques. Le pays a beaucoup de problèmes avec des acteurs externes, avec des puissances importantes qui mènent les puissances des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et des Émirats, des problèmes avec les puissances européennes comme l'Espagne et la France, des problèmes avec son voisin direct, pratiquement une guerre non déclarée qu'avec le Maroc. Donc, mais on n'a pas été accepté ni soutenu par des puissances alternatives, les Roumains, la Chine et la Russie, puisqu'ils ont refusé notre entrée au sein des BRICS. En plus, comme au Gabon, il y a un malaise au sein de l'armée. Guillaume Saïd Chengreha, qui est l'actuel chef d'état-major de l'armée, il donne l'impression qu'il est l'allié de Tebboune. C'est le cas. Il y a eu hier d'ailleurs un conseil de sécurité nationale en présence d'Abdelmajid Tebboune et de Saïd Chengreha et de plusieurs responsables de l'armée. Le commandement militaire aujourd'hui donne l'impression qu'il est derrière Tebboune. Comme Gaïd Saleh donnait l'impression qu'il était derrière Bouteflika.
Si demain, des émeutes ou des protestations populaires comme le Hirak de 2019 éclatent en 2024, parce qu'il y a des élections présidentielles en 2024, il est possible que Saïd Chengriha, le commandement militaire actuel, se retourne contre le pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. Nous ne sommes pas à l'abri de la crise politique de 2010, parce que c'est les mêmes ingrédients. Alors, on a les mêmes ingrédients. Crise politique, il n'y a pas de consensus autour de l'idée du deuxième mandat de Tebboune. La persécution, elle est énorme. Il n'y a pas d'opposants. La majorité des opposants sont en prison ou sont exilés. Personne ne peut aujourd'hui. Il n'y a pas de concurrence sur le jeu politique. La scène politique, elle est réduite. Il n'y a que Ben Grina ou Jmaat qui soutiennent Abdelmajid Tebboune. Les opposants, là, ceux et celles qui veulent proposer une autre alternative au deuxième mandat n'arrivent pas à s'exprimer ou là, ils sont menacés. Donc, on sent qu'il y a une volonté de faire un passage en force du deuxième mandat. Or, comme à Bongo, il y avait un passage en force. Qui dit passage en force dit des frustrations internes, dit des possibilités de contestation interne et dit une explosion de colère. Parce que quand tu domines trop, quand tu mets tout le monde en prison, quand tu fais que des conneries, que des bêtises, quand tu cherches pas le consensus, quand tu fédères pas autour de toi les forces vives de la nation, quand tu as toi-même un bilan catastrophique et quand il y a plusieurs scandales de corruption et des scandales de mauvaise gestion, il peut y avoir que la colère. Zid, l'élément troisième qui différencie l'Algérie du Congo, mais qui fait que l'Algérie est dans une situation plus grave que le Congo, c'est qu'au sein de l'armée, il y a un malaise. Et l'armée algérienne, depuis 2019, une dizaine de généraux-majors et de hauts patrons et d'ex-hauts responsables de l'armée sont en prison. Les Saïd Bey, les Habib Chentouf est en prison, les Mened Nouba, les Chouaqi qui est mort récemment, Haj Laroussi qui vient d'entrer en prison, l'ex-chef patron de la 2e Légion militaire, deux anciens patrons de la 2e Légion militaire sont en prison, l'ex-patron de la 1re Légion militaire est en fuite, l'ex-patron de la Région militaire, la 4e Légion militaire, comment il s'appelle? Sherif, il y a tellement de généraux en prison. L'ancien-patron des services secrets de Bachet Attaque est en prison. Il y a environ 150 généraux, officiers supérieurs, colonels et officiers subalternes de l'armée algérienne qui sont en prison à la prison militaire de Blida. Et ça, ça suscite un malaise ambiant et ça suscite des interrogations sur l'unité de l'armée, sur l'unité des rangs. Et en plus, les officiers ont des partisans, ils ont des familles, ils avaient des soutiens. Qui nous dit qu'en 2024, parmi leurs partisans, pourrait avoir un complot au sein de l'armée ou il pourrait avoir une tentative de renverser Saïd Chengriha et de renverser Tebboune. C'est possible. Le risque, il est là. Le risque, il est là parce qu'il n'y a pas de politique d'apaisement, il n'y a pas de politique de développement du pays, il n'y a pas une politique de réconciliation. Un dictateur, il est beau être un dictateur, il ne peut pas mener le pays qu'avec la répression. Il a besoin aussi d'avoir des politiques d'apaisement et de réconciliation. Tu mets une partie de tes opposants en prison et tu te réconcilies, tu fais un compromis. Et quand tu domines beaucoup de pays, tu libères les opposants, puisque tu n'es pas en danger. Tu as fait suffisamment d'alliances et de compromis avec tes adversaires pour garder le pouvoir. Mais quand tu veux tout le monde, quand tu veux Abdelazar Sherif, voilà, t'as la 4e Légion qui est en prison, voilà, Abdelazar Sherif. Mais quand tu veux mettre tout le monde en prison, des généraux-majors, des opposants, des journalistes, des activistes, des youtubeurs, tu es dans une crise de panique. Tu n'as pas le pouvoir dans le pays. Les dictateurs les plus sanguinaires, ce sont les dictateurs qui ne sont pas sûrs de leur pouvoir, qui ont peur de chuter. Parce que si tu n'as pas peur de chuter, tu fais un consensus, tu remplis pas les prisons du pays par d'anciens généraux et d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, des journalistes, des activistes, c'est pas possible. Le cas de la persécution visait que l'ex-clan Bouteflika. En gros, c'est compréhensible. Mais la persécution en Algérie, elle vise tout le monde, y compris le clan Gaïd Salah qui a renversé le clan Bouteflika. Les généraux Wassine Bouazza, Abdelhamid Ghriz, les Shkham sont tous en prison. Et aujourd'hui, des généraux qui n'étaient pas liés au clan Gaïd Salah ni au clan Bouteflika rentrent en prison. Qui m'a Haj Laroussi, qui m'a Abdelrahman Arar, récemment l'exploitant de la gendarmerie nationale, et d'autres officiers, dont certains sont des anonymes. Nous n'avons même pas entendu parler d'eux. Même des candidats aux élections présidentielles qui m'a Deri sont toujours en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un régime qui ne fait confiance à personne, qui n'a pas d'appui. Parce que s'il avait beaucoup d'appui, il ne va pas recourir à la répression systématique, à la persécution systématique. Donc, on est dans un pays, il y a un risque. Il y a un risque avéré que d'ici 2024, comme au Gabon en 2023, il y a un général dans l'entourage de Chengriha ou là dans l'entourage de Tebboune, il va fédérer autour de lui, il pourrait renverser le régime.
C'est possible. Le risque, il est avéré. Parce qu'il y a une contagion. Quand les coups d'État se banalisent et quand la communauté internationale est incapable de ralentir ces coups d'État. Parce qu'avant, on avait peur de... Les militaires ne faisaient pas beaucoup de coups d'État en Afrique, ou là avaient peur des coups d'État parce qu'il y avait des sanctions de la communauté internationale. Aujourd'hui, les sanctions ne ralentissent personne. Chef dans les sanctions contre le Mali, les militaires maliens ont le pouvoir. Les sanctions contre le Burkina Faso, les militaires du Burkina ont le pouvoir. La Guinée a le pouvoir. Le Soudan a le pouvoir. Donc aujourd'hui, les sanctions n'arrangent personne, ne font pas peur aux militaires. Au contraire, les militaires, nous allons pouvoir contourner les sanctions de la communauté internationale en démontrant à cette communauté internationale que la population est de notre côté. Et c'est là où on vient au point le plus dangereux. S'il y a un coup d'État militaire en Algérie, est-ce que la population algérienne va protester pour les beaux yeux de Tebboune? Qui va sortir dans la rue en Algérie pour sauver Tebboune? Aujourd'hui, c'est demain des généraux décident de l'enlever. Personne. Moi, je ne connais personne. Il y a rien dire un sondage. Allez, parce que les Algériens et les Algériens sont mécontents du bilan de Tebboune. Ni BRICS, ni plus de chômage, ni projet économique, ni création d'emplois, ni stabilisation de la monnaie, ni paix sociale, ni paix économique, en plus de la persécution. Qui va pleurer Tebboune? Personne. Donc, j'ai l'impression que Tebboune est en train d'emprunter le même chemin que Ali Bongo. Imma, il y a une révolution populaire qui risque d'éclater en 2024 Tebboune est terre. Imma, une révolution à l'intérieur du palais où des alliés de Tebboune risquent de se retourner contre lui et de se débarrasser de lui. Son bilan est trop catastrophique, ses choix politiques ne font pas l'unanimité, il y a trop de dégâts. On se débarrasse de lui, on prend le pouvoir. C'est possible, le risque il est avéré, il est même important en Algérie. Pour éviter ce risque, pour éviter une crise d'instabilité, il n'y a que deux solutions. La première, apaisement du pays, libérer les prisonniers politiques, libérer certains généraux de l'armée qui sont très connus, qui ont un prestige et qui ont des partisans et des familles et qui ont servi le pays, qui malgré les problèmes, malgré leurs implications dans des affaires de corruption, là, on aurait pu les mettre dans des résidences surveillées et ne pas les humilier, leur infliger cette humiliation qui nourrit des frustrations et qui nourrit des doutes au sein de l'armée. Et d'autre part, organiser une élection présidentielle 2024 transparente. Mais dès l'on passage en force. Si Tebboune il est fier de son bilan, qu'il accepte la contradiction, qu'il accepte qu'un autre homme politique ou là un autre pôle politique se constitue et qu'il lui tienne la contradiction et qu'on organise des élections transparentes dans une totale concurrence. C'est-à-dire que Tebboune accepte qu'il y ait des opposants qui le défient et qui demandent au peuple de trancher. Pour ce faire, pour qu'il y ait des élections transparentes et régulière, il faut que les médias soient libérés, il faut que la parole publique soit libérée, il faut que la justice arrête d'harceler les opposants, de les mettre en prison, et il faut arrêter de mettre en prison aussi toute personne qui pourrait s'opposer au système, qui soit un acteur au sein du système ou un acteur externe au système. Il faut un nouveau climat politique. Libérer la parole, إذا الشعب vote قبل ما يجي تبون dans des bonnes conditions, قابلينها. بصح باش انت دير لي passages en force وتخدم غير بالحباس ولي menaces et les intimidations. Tu es en train de faire de l'Algérie une bombe à retardement. Parce qu'à un moment donné, trop de persécutions finit par causer une explosion. À un moment donné, les persécutés, qu'ils soient des militaires ou des opposants, vont finir par exploser et vont s'unir entre eux pour renverser le pouvoir. C'est une logique, hein, نشوفوا فيها. شفناها في la Guinée Conakry, شفناها في la Congo شفناها في le Gabon, on risque de la voir في Brazzaville, on risque de la voir في le Cameroun où des dictateurs ont trop régné, trop de mauvais bilans, avec une politique de répression trop dure, et ça peut se retourner contre eux. Il faudrait que le système Tebboune réfléchisse très bien et observe ce qui se passe ailleurs dans les pays africains pour éviter cette contagion, parce que l'Algérie n'est pas à l'abri d'un scénario gabonais ou guinéen. Que Dieu protège notre pays. Nous souhaitons toujours des changements pacifiques dans le cadre d'une élection libre et indépendante et dans le cadre d'une association avec la société civile et les citoyennes et les citoyens de notre chère Algérie.